Je n'arriverai pas à être aussi clair et précis dans l'usage des termes que Johan, notamment parce que j'ai, à mon avis, trop de choses à vous dire. Je vais essayer de faire en sorte de pas exploser mon temps de parole. Johan, je te fais confiance pour me faire des grands signes à partir du moment où je vais dépasser le temps qui m'est imparti. La nuit, nouvel horizon du rapport des territoires à l'environnement. L'idée étant bien ici, et je vais m'inscrire un petit peu dans la continuité de ce qu'a dit Johan, je vais être un petit peu provocateur. Hein, c'est peut-être un petit peu le rôle des chercheurs, des enseignants-chercheurs, d'être là pour venir questionner, notamment questionner l'action publique territoriale, et puis montrer, faire émerger les raisons sous-jacentes de cette action publique. Et on le retrouvera un petit peu cette idée dans l'atelier cet après-midi quand on essaiera de faire remonter, de faire ressortir à la surface les valeurs qui sous-tendent l'action en matière de lutte contre la pollution lumineuse. Et notamment cette question, voilà, est-ce que protéger le ciel étoilé, c'est équivalent en toute chose à lutter contre la pollution lumineuse, ce qui n'est pas forcément évident, puisque on vous pose la question, c'est qu'on a quelques petites idées de réponse. Et je vais essayer de passer. Voilà, très rapidement, le plan de ma présentation. Donc une introduction très rapide d'un état de l'art problématisé, vous montrer un petit peu actuellement l'état de la recherche et comment se positionnent les grandes disciplines, les grands champs disciplinaires qui travaillent la question de la pollution lumineuse, et puis vous montrer la nécessité de faire émerger des approches interdisciplinaires, croisées, des regards croisés entre sciences de la société, sciences du vivant, sciences de la santé, et on y travaille avec tous les acteurs actuellement à cette approche interdisciplinaire. Une première question, ensuite, où commence la pollution lumineuse? Voilà, question un petit peu piquante. Montrer que ce qui émerge actuellement dans les territoires, c'est la mise en ressource de l'obscurité. Et puis, on ira très rapidement sur les problématiques de territorialisation, de valorisation de l'obscurité. Enfin, on essaiera de dégager, un petit peu en préparation de l'atelier de cet après-midi, une première lecture de trajectoire territoriale de valorisation de l'obscurité, notamment en France. Et puis un temps de discussion si j'ai pas dépassé largement le temps imparti. Alors voilà un état de l'art. Je suis désolé de la figurer en anglais, mais il paraît que ça fait toujours bien d'avoir un truc en anglais dans une présentation, ça fait sérieux. J'ai pas eu le temps de la traduire. En fait, cet état de l'art des recherches actuelles au niveau national, international, il reflète, comme l'a bien souligné Johan, l'histoire de la construction de cette problématique de la pollution lumineuse. Vous avez d'un côté ce que j'appelle les études sur la pollution lumineuse, hein, qui sont focalisées sur l'éclairage artificiel en tant qu'altéragène, en tant que pression anthropique sur l'environnement, qu'il a fallu historiquement déjà faire émerger en tant que problème, qu'il a fallu mesurer, qu'il faut modéliser. Sébastien Vauclair de Dark Skylab sera bien placé pour nous en parler, de ces problématiques de modélisation. C'est pas simple, c'est pas évident. Il faut continuer à développer la connaissance sur les effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, par exemple dans les champs de l'écologie, dans les champs de la santé. Romain nous en parlera. Dans les champs de l'écologie, c'est voilà, le socle de savoir scientifique se consolide, mais n'est pas stabilisé, comme tout socle de savoir scientifique. Et puis, des études de plus en plus nombreuses sur l'institutionnalisation des aires protégées en matière de lutte contre la pollution lumineuse, au premier rang desquelles les réserves internationales de ciel étoilé, notamment aussi par les entrées touristiques, etc. Dans ce champ-là, on pourrait souligner que les approches sociales sont plutôt faibles. Et puis vous avez de l'autre côté des études où là, les approches sociales sont plutôt fortes, et ce sont les approches environnementales qui sont plutôt faibles. Ce sont les études sur l'éclairage urbain en tant qu'aménité, en tant qu'élément positif pour l'aménagement du territoire. Donc vous allez retrouver là plutôt les champs de l'urbanisme, de l'aménagement, des approches historiques, du rôle de l'éclairage sur la construction de l'urbanité, et puis des approches un peu plus critiques sur la diurnisation de nos sociétés nocturnes, les travaux de Crary par exemple, hein, sur voilà, est-ce que vivre une société 24 heures sur 24, c'est pas laisser le capitalisme à l'assaut de l'entièreté du temps. Voilà. Mais en tout cas, plutôt des approches ciblées sur les espaces urbains. Donc deux approches qui se regardent un petit peu en chien de faïence. Hein. Une qui prend l'éclairage urbain comme outil, objet bénéfique en termes d'aménagement du territoire, et l'autre qui prend l'éclairage urbain comme
comme objet, pardon, de dommages sur l'environnement, sur la santé. Donc on sent qu'il y a au milieu un besoin d'une approche interdisciplinaire pour essayer de trouver, de négocier, d'observer les compromis d'aménagement qu'il y a à faire, hein, la considération effectivement des effets bénéfiques de l'éclairage artificiel, mais aussi de ses effets négatifs, et donc la considération du point de vue humain et du point de vue non humain. C'est un petit peu les champs qui sont en train d'émerger dans la recherche actuellement. Voilà, donc besoin d'une approche interdisciplinaire. Je crois que le colloque aujourd'hui va le montrer, en fait. On sent bien qu'autour de la table, il y a des personnes qui s'intéressent aux problématiques du tourisme, il y a des personnes qui s'intéressent aux problématiques de l'environnement, des personnes qui s'intéressent aux problématiques de la modélisation, des personnes qui s'intéressent à la problématique de la territorialisation de ce problème. Donc, j'ai vraiment dû... Voilà. Alors, première question, où commence la pollution lumineuse? Ça renvoie à ce qu'a dit Johan, hein, sur les controverses qu'il peut y avoir toujours sur la définition des termes. Doit-on parler de gêne? Doit-on parler de nuisance? Doit-on parler de pollution? Aujourd'hui, scientifiquement, le terme pollution lumineuse est bien admis, mais on verra que ça n'a pas toujours été le cas, notamment par certains acteurs qui ont mis en controverse cet usage des termes. Et ce qui est défini comme étant un problème environnemental et ce qui ne l'est pas est d'importance parce que ça joue sur l'action publique derrière. Donc, on peut reprendre une définition de la pollution donnée par la directive européenne du 23 octobre 2000. Je ne vais pas la lire, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée bien d'une introduction directe ou indirecte par suite de l'activité humaine. Il y a l'idée d'entrave à l'agrément de l'environnement. Du point de vue législatif, contamination d'un milieu par un agent polluant, au-delà d'une norme, d'un seuil, d'une loi ou d'une hypothèse. Donc là, on voit bien déjà que la définition de la pollution n'est pas absolue, elle n'est pas naturelle, donc pas tout de suite. Il y a bien l'idée de dépasser d'un seuil et d'une surabondance. C'est l'exemple du CO2. À partir de quand y a-t-il pollution au CO2 ? Donc, des idées fortement ancrées dans nos façons d'appréhender le problème de la pollution, c'est les idées de seuil, de bifurcation, d'instabilité systémique. Il y a un moment où on passe à quelque chose, à un trop-plein. Cette idée vis-à-vis de la lumière, c'est un petit peu ce qui est développé par de nombreux auteurs, l'idée qu'on a dépassé un seuil, l'idée d'un point de non-retour, l'idée d'une bifurcation, l'idée de collapse en anglais, de quelque chose qui peut entraîner des effets irréversibles, l'irréversibilité, et donc qui nécessite un besoin de connaissance objectivée des dommages, et ça renverra à la problématique des indicateurs. Du coup, il y a forcément autour de ces enjeux de définition, des seuils, notamment par exemple du point de vue sanitaire. Y a-t-il un seuil de dangerosité de l'éclairage artificiel? Des controverses techniques, des controverses par exemple liées à quelles unités de mesure, par quelles unités de mesure on mesure le problème, des controverses scientifiques. Je vous rassure, le régime de controverse est le régime normal de la science, donc c'est normal qu'il y ait controverse. Mais voilà, bien garder en tête que il y a cette idée de seuil, de bifurcation, à partir du moment duquel on va considérer un élément comme étant dommageable pour l'environnement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la focalisation sur la problématique de la connaissance objectivée des dommages, elle présente souvent la solution avant le problème, dans le sens où elle suppose que les dommages sont acceptés. Il faut que le dommage soit accepté pour qu'on accepte de les évaluer. Elle suppose aussi la commensurabilité, c'est-à-dire la capacité de mettre en regard les coûts et les bénéfices tirés d'une activité. Et là, c'est pas vraiment une activité, mais tiré d'un système technique, l'éclairage urbain. Il y a bien des bénéfices réels, mais il y a aussi des coûts qui vont émerger lentement dans les champs de savoir, et puis par le rôle des associations, par le rôle des astronomes notamment, pionniers dans cette question. Mais est-ce que c'est commensurable? Est-ce qu'on peut mettre en regard, est-ce qu'on peut quantifier sur une même échelle les coûts, les avantages? Est-ce qu'on peut quantifier sur une même échelle les avantages en termes de sécurisation des biens et des personnes, de sécurisation des déplacements, et en termes de perte de biodiversité? Ça veut dire qu'on est capable de mettre un coût sur la biodiversité. Enfin, voilà, ça pose des questions aussi qui sont réelles du point de vue éthique. Ça renvoie aux problématiques des services écosystémiques. Voilà.
Est-ce qu'il faut rentrer dans ce cadre? Ça, c'est des questions qu'on pourra se poser aujourd'hui également. Donc, forcément, il va y avoir achoppement sur la définition des termes. Hein. J'y reviens. Qu'est-ce qui est défini comme étant un problème d'ordre environnemental? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et vous connaissez tous ce document, réponse à 40%, à 40 questions trop souvent dévoyées, pardon. Je suis vraiment fatigué. Qui a été une espèce de révélateur assez symptomatique de positions antagonistes dans l'histoire de la lutte contre la pollution lumineuse en France. La NPCEN avait produit un document où il tentait des définitions, et l'AFE, en réponse, a produit ce document avec une question qui est géniale. La réponse est dans la question. Les nuisances peuvent-elles être qualifiées de pollution? Bon, bah déjà, les nuisances en soi ne peuvent pas être qualifiées de pollution. Vous voyez la réponse? Non, une pollution concerne simultanément les hommes, les animaux, les végétaux, là où il se produit, quoi. Il y a controverse, et on va voir qu'en fait, les acteurs, donc, nuisance, faut-il parler de nuisance, faut-il parler de pollution? Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes au niveau législatif, c'est le terme nuisance qui a été retenu, pas pollution. Et ça a une vraie signification. Et puis on voit que l'AFE tente plutôt de cloisonner le problème, de fragmenter, pardon, le problème en plusieurs sous-problèmes. Donc une réponse techniciste fragmentée au problème. Donc dans l'espace social, socialement, il y a des acteurs qui ont porté ce problème et qui répondent à cela. Historiquement, Johan l'a dit, une sphère techniciste qui tente, on vient de le voir avec la réponse donnée par l'AFE, une approche plutôt fragmentée du problème. Évite l'approche globale, approche segmentée du problème pour des réponses segmentées. Il porte une vision plutôt dans la lignée du progrès, l'idée que la lumière c'est le progrès, l'éclairage urbain c'est le progrès, vous ne pouvez pas arrêter le progrès si vous voulez que l'on pratique l'extinction nocturne, la préservation de l'environnement nocturne, comme vous dites, c'est que vous voulez nous faire revenir à la bougie et à l'âge des cavernes. Je suis un peu caricatural et je simplifie fort, mais peut-être pas tant que ça. Et puis, porte derrière l'idée de développement économique. Et puis en face, la sphère environnementaliste, qui elle a plutôt intérêt à porter une approche globale de la question, donc qui va opérer des montées en généralité, qui va partir effectivement du ciel étoilé, et puis historiquement qui va agréger les différents savoirs scientifiques produits par les écologues, les médecins, et montrer que ça n'est pas seulement un problème de ciel étoilé, ça n'est pas seulement un problème du lampadaire au coin de la rue, ça n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème d'ordre environnemental. Et donc là, le problème, voilà, la réponse par l'action publique doit être une réponse qui n'est pas seulement sur les aspects techniques, mais qui se déplace, qui déplace la controverse sur les aspects écologiques, environnementaux d'une façon générale. Pensée radicale, c'est pas radical au sens négatif du terme, c'est pensée radicale forcément à contre-courant. Voilà. Il y a un moment où effectivement ce Dark Sky Movement dont on parlera demain avec Jean-Marie Lopez, émergent en France dans les années 70, prenant de l'essor dans les années 80, se construit à contre-courant de la pensée générale sur l'éclairage urbain, et donc forcément est perçu comme radical par certains. Et cette sphère environnementaliste, elle porte le fonctionnement des écosystèmes dans leur ensemble, et j'entends par écosystème les écosystèmes incluant l'homme aussi, la société. Ce qui est intéressant, c'est de rajouter à l'interface, depuis peu, l'émergence d'une sphère esthète. Donc, voilà, s'il fallait mettre des acteurs un petit peu emblématiques, la sphère techniciste, l'AFE par exemple, la sphère environnementaliste, la NPCEN devenue ANPCEN. La sphère esthète, on la retrouve à l'ACE, l'Association des concepteurs lumière et éclairagistes, avec des professionnels de l'éclairage qui finissent par dire, dans un manifeste, eh bien effectivement, on a peut-être pendant plusieurs années, et de nombreuses années, mal éclairé, trop éclairé, mais nous aussi, on est des producteurs d'éclairage artificiel, on fabrique l'éclairage artificiel des villes, mais par contre, on a conscience que pour bien éclairer, il faut pas que, pour bien éclairer un bâtiment, il ne faut pas que partout ailleurs ce soit suréclairé. Sinon, on ne sait pas faire notre travail de mise en valeur par la lumière
d'un bâtiment, d'une rue, etc. Donc vous avez cette interface, hein, et allez voir le manifeste de la CE, c'est très intéressant en termes de construction d'argumentaire. C'est oui, on a mal éclairé pendant de nombreuses années, parce qu'on ne connaissait pas les effets négatifs, etc., etc. Mais on sait désormais mieux éclairer. On sait éclairer juste. Voilà. Et là, on retombe dans ce référentiel d'action de l'éclairer juste qui a été porté par l'ADEME. Voilà. Après, toute la controverse va se déplacer sur c'est quoi le juste de l'éclairer juste. C'est compliqué à définir. Alors dans l'espace social, au-delà, la question qui se pose maintenant dans la fabrique de l'éclairage urbain ou de la protection de l'environnement nocturne, en contexte de requalification environnementale de l'éclairage urbain, c'est bien ça qui est le nœud du problème aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est l'éclairage urbain est désormais vu comme un problème environnemental, potentiellement, qui a voix au chapitre. Donc ça déplace la question, faut-il donner voix au chapitre qu'à la seule rationalité objective ou objectivée portée par les sciences, ou faut-il ouvrir la fabrique de l'éclairage urbain à d'autres formes de connaissances, notamment la connaissance sensible de l'environnement, la connaissance expérientielle, l'expérience de nature. On en discutait hier soir au repas. Hein, c'est un des véhicules très forts qui permet d'augmenter le concernement des personnes, c'est de leur faire sentir que non, l'éclairage urbain ou la question de l'éclairage urbain n'est pas qu'une question technique aussi. C'est une question qui renvoie à la visibilité du ciel étoilé, c'est une question qui renvoie à l'immersion dans les bruits de la nuit, c'est une question qui renvoie à la possibilité de rêver, voilà, donc pas mal de choses, mais qui nécessitent d'ouvrir la fabrique de l'éclairage urbain au-delà des seuls aspects très techniques et de la seule connaissance objectivée. Donc, qui nécessite également de construire des publics élargis du problème. Hein. Jusqu'à présent, l'éclairage urbain était une affaire de techniciens de l'éclairage, de professionnels de l'éclairage. Ben, peut-être que la protection de l'environnement nocturne n'est effectivement pas qu'une affaire des professionnels de l'éclairage, mais de tout un chacun, et donc de la population des territoires qu'il faut faire participer, à qui il faut donner voix au chapitre, mais donc du coup créer les arènes qui permettent cette participation. Et puis enfin, ben, voilà, en termes d'action publique et de construction de l'action publique, ça vient questionner, mais comme d'une façon générale, les sciences participatives, enfin la démocratie participative, les sciences participatives, etc., la technocratie, le règne de l'expertise, les mots sont un petit peu lourds, mais c'est comme ça du point de vue de la sociologie que l'on en parle. La prétention positiviste à définir ce que doit être l'espace, hein, faut-il normer la fabrique de l'éclairage urbain au niveau national, ou faut-il laisser localement les possibles ouverts pour l'adaptation locale de la norme, avec des gens qui disent oui, mais moi je pars au boulot à 3 heures du matin, donc j'aimerais bien que à cette heure-là, pouvoir éventuellement par un procédé d'éclairage à la demande, avec un SMS, allumer l'éclairage juste à ce moment-là parce que ça me rassurerait, etc., etc. Voilà. Adapter localement la norme, ça c'est des questions qui se posent en termes d'aménagement du territoire, hein, parce que c'est une question qui peut être posée également et qu'on peut mettre au débat, c'est n'est-on pas en train de normaliser la fabrique de l'obscurité comme on a normalisé la fabrique de l'éclairage urbain pendant des années. Voilà, question un petit peu provocatrice pour cet après-midi éventuellement. Alors, du point de vue de l'espace géographique, la matérialité des effets négatifs, voilà, c'est une question qui est posée, ça renvoie aux mesures, ça renvoie aux modélisations. La question de où commence la pollution lumineuse dans l'espace géographique, elle est un petit peu compliquée. La pollution lumineuse en soi, elle commence à partir du moment où vous mettez de l'éclairage artificiel, mais si on en revient à l'idée de seuil de bifurcation, ben, est-on capable aujourd'hui, actuellement, de définir ces seuils de dangerosité du point de vue écologique, du point de vue sanitaire, et puis territorialiser la lutte contre, est-ce que c'est équivalent à protéger, donc territorialiser la lutte contre la pollution lumineuse, est-ce que c'est équivalent à protéger l'obscurité? Voilà, alors où s'arrête la pollution lumineuse, hein, le corollaire de où commence et où s'arrête, ben en fait la pollution lumineuse elle s'arrête déjà là où l'on tente de traiter le problème, là où il y a effectivement un espace de concernement, comme le disait Johan, là où l'on tente de faire atterrir le problème. Je vous conseille la lecture du bouquin de Latour, là aussi ça fait toujours, c'est comme les trucs en anglais, ça fait toujours bien de mettre Latour dans un moment dans une présentation, mais véritablement ce bouquin il est très très intéressant parce que c'est bon, effectivement on a les connaissances scientifiques, on sent qu'il y a des acteurs qui sont prêts à bouger, mais par contre comment on fait atterrir le problème et où?
et ben voilà, là où il y a territorialisation du problème, et les réserves de ciel étoilé, les réserves internationales de ciel étoilé, les labellisations villes et villages étoilés sont un mode de territorialisation du problème. Je passe très rapidement sur la suite. Romain nous parlera de l'approche tram noire cet après-midi et ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on sent qu'on est en train de passer en termes d'aménagement du territoire d'une approche par on fait des zones géographiques où on va fortement protéger la qualité de la nuit, notamment par une approche par les paysages nocturnes, mais qui sont une espèce de paysage vertical hein, qu'on observe de l'extérieur et qui sont un peu dissociés du moi. Et le passage à la notion de trame noire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on passe au paysage horizontal, intégrateur de toutes les formes d'aménagement du territoire et intégrateur notamment des espaces ordinaires. Voilà, la trame, elle permet de diffuser la protection de l'environnement nocturne au-delà des seuls espaces, des seules aires protégées. Elle va devoir aller se confronter aux espaces périurbains, aux espaces urbains, hein, et les programmes tram noire à Lille, les travaux faits à Rennes, il y a, en témoigne, il y a un projet de tram noire à Dijon également, je viens de l'apprendre. Voilà, mais ça pose la question de la protection de l'environnement nocturne dans les espaces ordinaires, là où il y a une forte confrontation entre les besoins de lumière et les besoins humains et non humains, et les velléités, enfin, ou les demandes exprimées de retour un petit peu à l'obscurité. Ça va être des questions piquantes en termes d'aménagement. C'est plus difficile de faire une trame noire en milieu urbain que de faire une réserve de ciel étoilé dans une zone cœur de parc national. Pour le dire un petit peu brutal, ça va être autrement plus compliqué en termes de négociation et de compromis d'aménagement. Ou je passe cette diapo, il y a beaucoup trop de texte. Vous retenez juste le où atterrir de la tour. Voilà, la question qui est derrière en arrière-plan, c'est peut-être la question de la participation. Qui fait les projets comme se pose la question de qui participe au projet d'éclairage urbain, à la fabrique de l'éclairage urbain. Peut-être se pose la question de qui va participer à la fabrique de l'obscurité sur nos territoires. Et ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Il nous reste moins de 10 minutes. Ouais, c'est bon. Parce que le reste va aller beaucoup plus vite. Là, j'ai posé un petit peu le cadre avec toutes les questions. Ce qui ressort de nos travaux, maintenant, c'est effectivement cette émergence de l'obscurité en ressources territoriales. Ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années. Ce qui faisait ressource, par exemple, pour un territoire, c'était la mise en valeur patrimoniale par l'intermédiaire de l'éclairage artificiel. Aujourd'hui arrive, dans l'action publique territorialisée, la notion de mise en ressource de l'obscurité, mise en ressource de la nuit, avec tout un continuum hein, d'activités dans la nuit à des activités récréatives de la nuit. Les activités dans la nuit, c'est celles que vous pouvez faire de jour, mais qui sont transposées pour des raisons essentiellement d'extension du temps économique à la nuit. Vous pouvez courir la journée, et ben maintenant on vous propose de courir la nuit en faisant des trails nocturnes avec une frontale qui crache 800 lumens. Voilà. Bon, mais vous pourrez courir la journée. La nuit n'est pas nécessaire obligatoirement à cette activité. Par contre, de l'autre côté, vous avez des nouvelles activités qui émergent dans les territoires et qui là prennent la nuit et l'obscurité et les attributs biophysiques de la nuit et de l'obscurité comme support exclusif de l'activité. Alors, première d'entre elles, l'astronomie. Et vous voyez qu'elle est tout au bout du spectre. Hein. Rapport au monde non humain, quand vous observez les étoiles, c'est pas le monde humain. Ressorts environnementaux, très fort, voilà, vous pratiquez l'astronomie amateur pour aller vous immerger dans un environnement nocturne. Le texte de Guillaume dans le bouquin du Cévennes, pour ça, est génial, même avec un rapport technique, avec une médiation technique de l'appareil photo, vous êtes quand même à l'écoute de vos appareils photo, mais de l'environnement, etc. Ressort expérientiel, du coup. Valorisation par le non-usage de lumière artificielle. Contestation, de la lumière artificielle. Et aucune négation de l'obscurité. Donc là, on peut s'amuser à placer tous les signaux faibles qu'on trouve dans les territoires. La randonnée nocturne, de type naturaliste, bon ben voilà, va plutôt être une activité récréative de la nuit parce qu'elle va aller à la recherche des sons de la faune nocturne, à la recherche de l'observation des paysages nocturnes, mais la randonnée nocturne de type sportive ou les ultra-trails du Mont Blanc,
les types et les bonnes femmes qui font du trail nocturne ne s'arrêtent pas toutes les 10 minutes pour regarder les paysages nocturnes. Voilà. L'idée, c'est de courir. Alors, c'est dans la nuit, mais on cherche un rapport un petit peu à l'environnement, mais pas, voilà. On s'est valorisé par l'absence de lumière artificielle, mais ça n'est pas une activité qui prend complètement les attributs biophysiques de la nuit comme support. L'obscurité est en train d'émerger comme une ressource commune, voilà, un bien commun qu'il faut protéger, un bien public pur, non produit, non productible par l'homme. Je passe très rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est face à un bien public pur qui est concurrent de la jouissance d'un autre bien public pur qui est l'éclairage public. S'il y a des économistes parmi vous, l'archétype du bien public pur pris dans tous les bouquins d'économie, c'était l'éclairage public. Voilà. Et ben, on est en train de mettre en concurrence et en regard deux biens publics purs et de se rendre compte que on a peut-être sous-estimé l'un et surestimé l'autre. Alors, une ressource qui peut être dégradée sans être prélevée, ça c'est intéressant, mais on prélève quand même dans un stock d'obscurité. On peut considérer que sur un territoire, il y a un stock d'obscurité et que l'usage d'éclairage artificiel vient dégrader ce stock et qu'on épuise le stock, un petit peu comme on épuise un stock de poissons ou un stock de forêt. Voilà. Ça, c'est des approches par l'économie de l'environnement qui se développent actuellement, mais derrière, il y a bien toute la logique d'arriver à quantifier, d'où les besoins en termes de modélisation. Vous voyez que le modèle utilisé, c'est le modèle Otus de Dark Skylab derrière. Et ce stock, cette ressource, il faut la regarder de façon multiscalaire. Elle ne va pas être utilisée. Les échelles à laquelle il faut la considérer ne sont pas les mêmes selon qu'on va regarder les effets sur la santé, les effets sur l'écologie, les effets sur l'astronomie. Donc, des choses un peu complexes en termes de théorisation du problème. L'approche par les services écosystémiques qui est assez intéressante, je passe très rapidement, mais ce dont on se rend compte et qu'on est en train de découvrir véritablement, c'est que l'obscurité apporte des services supports, apporte des services de régulation du point de vue écologique, régulation du point de vue sanitaire, mais même si on y réfléchit bien, régulation du point de vue même du système Terre. L'obscurité permet la baisse de température, par exemple, de l'atmosphère durant la nuit, et donc vient participer de la régulation du système Terre. Je passerai rapidement. Ce qui est les services écosystémiques émergents et qui sont aussi là très fortement mobilisés par les territoires dans les processus de valorisation et de labellisation, c'est tous les services culturels qui sont afférents à l'obscurité. Des services pour les loisirs de pleine nature, pour l'éducation et la recherche, du point de vue artistique. Voilà, je ne les ai pas tous listés, mais ça, on sent que c'est très fortement récupéré par les territoires en termes de communication, en termes de marketing. Voilà. Le retour à la nuit, c'est aussi revenir à cette reconnexion avec des services écosystémiques offerts par l'obscurité. Décidément, j'ai vraiment du mal. Alors voilà, je reprends un petit peu très rapidement les cartographies et vraiment je tiens à souligner le travail formidable réalisé par Romain en termes de veille et de maintenance d'une liste comme ça de communes qui pratiquent l'extinction. On ne va pas rentrer dans les détails, on y reviendra certainement cet après-midi. Si vous prenez les communes qui pratiquent l'extinction totale dans l'espace comme dans le temps de l'éclairage public, enfin partiel ou total, pardon, effectivement vous avez 2253 communes, je crois, sur ta base actuellement, de mémoire. Voilà. Par contre, si vous passez aux communes qui pratiquent, alors là aussi, c'est selon les informations disponibles, renseignées, ce qui n'est pas évident, donc d'où le qualificatif de travail extraordinaire, parce que c'est vraiment... Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'intermédiaire. Si maintenant on prend les communes qui pratiquent l'extinction de l'éclairage public sur l'ensemble de leur territoire, on voit que voilà, le chiffre se restreint, mais aussi parce qu'en grisé viennent des communes où l'information n'est pas connue, n'est pas peut-être pas bien renseignée, pas bien donnée, n'est pas disponible. C'est très compliqué. Là, c'est plutôt un appel à essayer de construire du point de vue national une base de données fiable, notamment par l'intermédiaire des syndicats d'énergie. Donc voilà, on va passer très rapidement, on va aller... Voilà, les formes de territorialisation et de valorisation qu'on va trouver dans les territoires. Donc,
des activités qui se basent bien sur des nouvelles activités qui se basent sur les attributs biophysiques de la nuit comme bien support de l'activité. Alors elles ont des formes multiples et innombrables, hein, elles participent d'un tourisme expérientiel. Elles peuvent émerger en dehors de toute forme de labellisation. Donc c'est pour ça je parle de valorisation discrète, pas discrète du point de vue disséminé sur le territoire, mais discrète aussi parce que elle se voit pas forcément. Mais c'est au détour de vos congés d'été que vous allez tomber sur ces affiches, une rando sous les étoiles, une balade à l'écoute des bruits de la nuit, etc., etc. On va passer. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces actions territoriales s'appuient, et là je vous renverrai aux travaux de Bruno Charlier sur la question des paysages nocturnes, s'appuient sur un empaysagement très fort de la nuit étoilée que l'on voit arriver. Si vous suivez le National Geographic sur Instagram, maintenant, il n'y a pas une semaine sans que le National Geographic mette une photo d'un territoire de nuit. Alors ça renvoie à des capacités technologiques, maintenant avec le numérique, de faire des photos de nuit qui sont magnifiques, hein, avec des temps de pause relativement courts, d'une vingtaine de secondes, un objectif assez ouvert, vous avez la Voie lactée et c'est magnifique. Mais en tout cas, ça participe d'un empaysagement de la nuit qui est très fortement mobilisé par les territoires, qui mobilise très fortement souvent l'imaginaire montagnard. Hein. Regarder vers le ciel, ça renvoie à l'axe du monde, enfin avec cette liaison entre la terre et le ciel. Voilà, qui est fortement mobilisé dans l'imaginaire. On peut passer la diapo d'après. Qui est fortement mobilisé par aussi le business. Hein, voilà. Et vous connaissez tous maintenant cette image de la tente rétroéclairée posée devant une magnifique Voie lactée et des cimes, et puis quelqu'un qui regarde avec sa frontale. Voilà. On peut passer la diapo d'après. Voilà, autre marque d'équipementier de montagne. Alors c'est une photo qui a été réellement réalisée, hein, c'est pas un montage. Ils ont envoyé leurs athlètes mammouths sur le Cervin. Voilà. En tout cas, la nuit, elle est fortement mobilisée dans l'imaginaire, fort processus d'empaysagement. Ça se retrouve aussi du point de vue des territoires. Vous connaissez l'imaginaire du parc national du Yosemite, hein, avec John Muir depuis Glacier Point. Voilà. Celestial Yosemite, et dans la communication du parc aujourd'hui, ces affiches, Half the Park is After Dark, la moitié du parc est après existe durant la nuit. Ben, vous voyez qu'on a remis John Muir en haut à gauche de l'affiche. Donc esthétisation, artialisation, une visu in situ. Là aussi, je renverrai aux travaux de Bruno ici présent, hein, qui pourra prendre part à la discussion, avec une question: est-ce qu'on n'est pas en train de standardiser complètement le regard paysager que l'on porte sur la nuit? Tous les paysages nocturnes n'ont pas la chance d'être surplombés d'une magnifique Voie lactée, et tous les territoires n'ont pas une belle chaîne de montagnes à mettre en premier plan. Donc comment s'approprier la question des paysages nocturnes? Là-dessus, on peut renvoyer aux travaux du parc naturel régional des Baronnies provençales, qui se saisit fortement de l'entrée par les paysages nocturnes. Vous voyez l'artialisation, alors une très belle photo de Jean-François Graffan, et si on passe la diapo d'après, et vous voyez la mobilisation de cet imaginaire paysager. Et puis vous retrouvez la tente rétroéclairée, vous retrouvez la frontale, vous retrouvez l'immersion dans la nuit. Voilà, vous avez beaucoup de marqueurs de l'imaginaire nocturne des territoires. Je terminerai sur les deux formes de labellisation que vous connaissez. La labellisation ville et village étoilé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle cible de nombreuses dimensions. Alors elle peut même paraître un peu fourre-tout, hein, on va de la réduction du CO2 à l'éducation à l'environnement, etc., etc. Voilà. Elle a cependant une portée limitée, hein, portée communale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle participe quand même très fortement de la diffusion de bonnes pratiques auprès des élus. Ce qui est bon, voilà. Alors, j'ai mis l'illustration, c'est la course au label qui est souvent décriée par les géographes, enfin, décriée, souvent approchée de façon critique par les géographes. Une forme de valorisation et de territorialisation beaucoup plus forte de la protection de l'environnement nocturne. On est bien placé aujourd'hui au sein du parc national des Cévennes pour en parler. Ce sont les réserves de ciel étoilé. Je vous redonne pas la définition, mais ce qui est intéressant, c'est un label, comme l'a dit Johan, décerné par une association. Hein, donc ça c'est intéressant quand même, cette arrivée d'un label associatif dans l'action publique et une reconnaissance nationale d'un label porté par une association.
différents labels sont proposés, hein, avec une portée, enfin des actions de plus en plus, enfin plus ou moins fortes. Vous allez jusqu'au sanctuaire où là il faut véritablement qu'il n'y ait aucune lumière. L'imaginaire paysager, vous l'avez toujours sur l'image. Et puis on peut passer la diapo d'après. Ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, cette labellisation Réserve internationale de ciel étoilé, elle a surtout profité à des hauts lieux de l'astronomie. Je pense à l'Observatoire du Mont Mégantic, je pense en France à l'Observatoire du Pic du Midi, mais que peu à peu, ben voilà, on sent très bien aujourd'hui que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux s'en saisissent, et tout le monde n'a pas un Pic du Midi sur son territoire. Par contre, tout le monde a intérêt à aller sur la question de l'environnement nocturne. Et on sent dans le discours de l'IDEA, qui au départ était sur un discours très protection du ciel étoilé, maintenant on a ce glissement vers la notion d'environnement nocturne, hein, et qui nécessite le dialogue interdisciplinaire, voilà, au-delà de la seule intervention de l'astronomie sur les territoires. Je vais m'arrêter là. La risque du Pic du Midi, ce qui est marrant, c'est voilà, on mobilise l'imaginaire montagnard. Ça a été quelque chose qui a été très fortement travaillé par le Pic du Midi. Retrouver la nuit, ça s'inscrivait à la suite du pyrénéisme.